Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un processus absolument fascinant, le voyage biologique qui mène à la création d'une nouvelle vie. C'est une histoire incroyable de timing, de probabilité infime et de mécanismes cellulaires d'une précision d'horloger. Allez, on commence direct avec un chiffre, 25%. Ça vous dit quelque chose? C'est un chiffre qui a de quoi surprendre parce qu'il remet pas mal d'idées reçues en perspective sur la facilité ou non de la procréation. Et oui, 25%, c'est tout simplement la probabilité maximale, chaque mois, pour un couple en parfaite santé sans aucun souci de fertilité, de démarrer une grossesse. Ça veut dire que même quand toutes les conditions sont absolument idéales, la conception est loin, très loin d'être garantie. Alors la question c'est, pourquoi ce chiffre est si bas? Qu'est-ce qui rend ce voyage si compliqué? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va se pencher sur les nombreux obstacles qui peuvent se dresser sur le chemin de la fécondation. C'est un véritable parcours du combattant biologique. Rentrons dans le vif du sujet. Cette fameuse rencontre peut être compliquée par tout un tas de facteurs. Côté masculin, par exemple, ça peut être lié à la qualité des spermatozoïdes, à leur nombre ou même à des blocages physiques. Et côté féminin, des soucis hormonaux ou anatomiques peuvent carrément empêcher l'ovulation. Bref, chacun de ces points peut être un obstacle majeur. Mais lorsque toutes les planètes sont alignées, une aventure extraordinaire commence. C'est l'histoire de deux voyages en parallèle, menés par les deux acteurs principaux de notre histoire, le spermatozoïde et l'ovule. Et pour que ça marche, ils doivent se rencontrer au bon endroit et surtout au bon moment. Et voilà à quoi ça ressemble. Après l'ovulation, l'ovule entame son petit trajet dans la trompe. En même temps, des millions de spermatozoïdes commencent une ascension longue et périlleuse. Leur point de rendez-vous? La trompe utérine. Et le timing est absolument essentiel. La rencontre ne peut avoir lieu que pendant la période d'ovulation, pile au moment où tout est prêt pour leur faciliter le passage. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cette asymétrie. C'est une course contre la montre, mais pas pour tout le monde. L'ovule, lui, a une durée de vie très courte, 24 à 36 heures, pas plus. Les spermatozoïdes, en revanche, sont bien plus endurants. Ils peuvent survivre jusqu'à 5 jours. C'est cette différence qui crée la fameuse fenêtre de fertilité de quelques jours à peine par cycle. Ok, on a vu le grand voyage dans le corps. Maintenant, on sort le microscope. On va zoomer sur l'instant décisif, l'événement même de la rencontre, à une échelle minuscule. Et le voilà, l'apogée du voyage. Des millions de concurrents au départ, mais un seul vainqueur à l'arrivée. Sur cette image, on voit les quelques finalistes qui ont réussi à atteindre l'ovule. Ils sont tous là, en train d'essayer de franchir la ligne d'arrivée. C'est vraiment l'instant final de la course. On a l'impression que c'est instantané, mais en fait, ça se déroule en 5 étapes très précises. D'abord, le spermatozoïde s'accroche à la paroi. Ensuite, c'est la réaction acrosomique. En gros, il libère des enzymes pour se creuser un passage. Troisième étape, il réussit à pénétrer. Puis vient la fusion, les deux cellules n'en forment plus qu'une. Et enfin, étape clé, l'activation. L'ovule se blinde et devient impénétrable. La porte est fermée, plus personne ne rentre. Une fois la fécondation accomplie, une toute nouvelle phase commence. Parce que pour l'instant, le corps n'est pas encore au courant de ce qui vient de se passer. C'est un balai hormonal très complexe qui va prendre les commandes pour préparer le terrain. La cellule œuf ne reste pas sur place. Pendant environ une semaine, elle voyage tranquillement le long de la trompe en direction de l'utérus. Et pendant ce voyage, elle se divise et se redivise. De 2 cellules, on passe à 4, 8, 16, jusqu'à devenir ce qu'on appelle un blastocyste. Et c'est ce blastocyste qui, environ 7 jours après, va venir s'implanter dans la paroi d'utérus. C'est la nidation. Alors, comment le corps fait la différence? Regardez bien ces deux graphiques. À gauche, un cycle sans fécondation. À droite, un cycle où elle a eu lieu. Vous voyez, la plupart des courbes se ressemblent. Mais suivez attentivement la ligne marron, celle de la progestérone. Vous la voyez, la différence? C'est là que tout se joue. Dans un cycle normal, sans fécondation, le taux de progestérone finit par chuter, ce qui déclenche les règles. Mais s'il y a eu fécondation et nidation, ce taux reste élevé. C'est ce maintien de la progestérone qui est le signal clé, le message qui dit au corps « Stop, on arrête tout, on ne lance pas de nouveau cycle, on prépare la suite ». Ok, maintenant qu'on a vu comment cette mécanique naturelle fonctionne, voyons comment l'être humain a trouvé des moyens de l'interrompre de façon consciente. On va donc parler de contraception. Ici, il est super important de faire une distinction scientifique. D'un côté, il y a la contraception. Son but, c'est d'agir en amont, d'empêcher la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. De l'autre, il y a la contragestion. Là, on agit après une fécondation qui a pu avoir lieu pour empêcher l'embryon de s'implanter. Ce sont bien deux moments et deux mécanismes totalement différents. Alors voilà un petit aperçu de l'efficacité de certaines méthodes qui empêchent la rencontre physique. Le taux d'échec, c'est la probabilité de grossesse sur une année d'utilisation. On voit tout de suite que le stérilet est extrêmement efficace, avec moins de 0,5% d'échec.
Les méthodes barrières, comme le préservatif ou le diaphragme, ont des taux d'échec un peu plus élevés dans la vie de tous les jours. Et les méthodes hormonales comme la pilule, leur fonctionnement est assez ingénieux. En fait, elles introduisent des hormones de synthèse qui vont tromper le corps en lui faisant croire qu'une grossesse est déjà en cours. Du coup, le cerveau se dit « Ok, pas la peine de lancer une ovulation ce mois-ci » et il ne donne pas le signal de départ. C'est simple, pas d'ovulation, donc pas d'ovule à féconder. Cet ensemble montre bien la diversité des approches, qu'elles soient hormonales comme la pilule, physiques comme le stérilet, ou qu'elles créent une barrière comme le préservatif. Toutes ces méthodes interviennent à une étape clé du processus qu'on vient de décrire. En conclusion, ce qu'on a vu, c'est un enchaînement d'événements à la fois d'une fragilité et d'une complexité incroyable. On part d'une simple probabilité statistique, une chance sur 4, pour arriver à une danse moléculaire parfaitement synchronisée. Chaque étape est une sorte de petit miracle de la biologie. La science nous a permis de comprendre ce processus, mais aussi d'intervenir dessus, que ce soit pour le favoriser ou pour l'empêcher. La vraie question pour l'avenir, c'est jusqu'où cette évolution va-t-elle nous mener ? Comment notre relation avec ce processus si fondamental va-t-elle continuer de changer ? C'est une réflexion fascinante à garder en tête.